Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Oui. Parfait. Donc, on va terminer la révision sur les dépôts distants. On va par la suite regarder le phénomène de branching, qui est probablement la caractéristique la plus importante. Vous allez avoir besoin de Git. Pour plusieurs d'entre vous, c'est de la révision. Je veux quand même le couvrir avant que vous fassiez le laboratoire 2. Et durant le labo 2, je vais vous donner à peu près 30 minutes. Ce qui est très important, c'est de comprendre les concepts. Les prises d'écran n'ont pas été modifiées. J'ai emprunté du matériel. Alors, ce que je veux, c'est que vous soyez confortable à faire une branche, à rentrer dedans, à ressortir. C'est le but aujourd'hui de la révision sur Git. Puis par la suite, on va réviser notre modélisation entité-relation. Et cette semaine, ça va être après ça la fin de la révision. On va avoir de la nouvelle matière à partir de la semaine prochaine. Donc, les dépôts distants, Remote Repository, qu'on a utilisé sur GitHub, c'est un dépôt distant par rapport à un dépôt local. Un dépôt local, c'est quand vous faites votre git init sur votre ordi, puis quand vous faites un pull pour le pousser vers un dépôt distant. Donc, local, ce que je fais sur mon ordi, distant, ce qui est sur un site, on va utiliser, nous, GitHub. Il y a d'autres dépôts distants au collège, on risque d'en avoir bientôt. On va en avoir, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà travaillé avec Bitbucket, GitLab. Ce sont tous des endroits où on peut avoir des dépôts distants. Donc, ça sert principalement à collaborer. On va être deux à travailler dans le même dépôt et on va avoir une copie commune. Ensuite, ça agit comme une copie de sûreté parce que tu as ton dépôt local. Puis si jamais il t'arrive quelque chose avec ton ordi ou tu l'as oublié, tu veux continuer de travailler sur ton projet, bien, tu peux te connecter sur ton dépôt distant. Naturellement, il faut que tu aies fait ton pull à la fin de ton travail pour le synchroniser. Et finalement, on peut automatiser des déploiements à partir de nos dépôts distants. On va voir ça plus loin dans le cours. Donc, tu peux aussi créer des issues dans GitHub, qui est un peu, si tu trouves une problématique, parce qu'on travaille en collaboration, tu peux être capable de créer, si on veut, l'équivalent d'un ticket pour dire hey, il y a un problème avec telle partie du code. On peut faire des pull requests pour dire à quelqu'un de regarder le code qu'on a écrit, puis on peut même aller chercher un autre repo. Alors, si on regarde ici, l'utilisation principale de GitHub, c'est le partage des fichiers ou des projets open source. Dans le cas d'un projet open source, naturellement, toi, tu n'iras pas modifier directement le bien livrable. Donc, on va travailler, si on regarde le petit diagramme, là, le GitHub original, qui est le projet open source avec lequel on veut travailler, on va se faire une fourchette. Donc, une copie à nous du projet, ça va être notre origine. Ça va être le dépôt distant qu'on va synchroniser. Donc, le diagramme important pour vous, là, c'est de comprendre que GitHub, c'est le dépôt distant. Prenez la partie droite et que c'est notre origine. C'est là qui va être la copie principale. Et dans ce cadre-là, quand on travaille en équipe, on a deux locales et une origine. Et on regardera comment résoudre les conflits un peu plus tard dans la session. Donc, pour le moment, ce qui est fait pour l'ensemble d'entre vous, vous avez un dépôt à distance, vous vous êtes créé un compte, vous avez utilisé le dépôt que je vous avais créé et vous avez ajouté le remote et vous avez fait un git push origin master. Ceux qui ont eu des problèmes, je vais travailler avec vous, mais souvent, c'est un problème d'authentification. Parce qu'on peut s'authentifier avec HTTPS, puis là, il va nous demander notre nom d'utilisateur, mot de passe. Ceux qui ont activé le 2FA, le deux facteurs d'authentification,
c'est beaucoup plus difficile de travailler avec un dépôt à distance parce que dans ce cas-là, il faut se faire une clé de développeur. Ce n'est pas la fin du monde, mais je travaillerai avec vous. Je vous suggère pour le moment de garder HTTPS et un seul facteur d'authentification. Donc, comment on travaille quand on travaille en équipe avec GitHub? Bien, premièrement, excusez. Donc, nous, dans le cas qui nous intéresse, ce qu'on faisait, c'est on récupérait un projet parce que c'est moi qui ai créé le dépôt à distance. Localement, donc ici, nous autres, le dépôt distant était dans GitHub. Comme je vous dis, il y en a d'autres qui peuvent agir comme dépôt distant. Nous, on a standardisé sur GitHub. Pour configurer le dépôt à distance, tu fais un git remote add. Le nom du dépôt, tu n'as même pas besoin du URL, mais des fois, tu vas le mettre s'il n'est pas là. C'est celui que je vous ai fourni. Le petit URL, lorsque vous cliquez là, sur le lien qui vous a été donné. Et si on regarde, là, une petite fenêtre, là. Donc, quand on parle du URL du dépôt, c'est lui ici, là en haut. Bon, en fait, si je regarde avec Selena là, ou Stéphane suit, c'est ça ici, le URL du dépôt. Un coup que tu as fait des changements, ils sont locaux, tu as fait tes adds, tes commits, il va falloir que tu les pousses là-bas. Donc, git push-u, le nom de ton dépôt, la branche master. Le clone, nous, on ne s'en est pas servi. C'est d'un coup pour prendre un dépôt distinct, créer une copie localement. Nous, on a créé une copie locale qu'on a reliée. Git clone fait tout dans une étape. Git pull, c'est pour aller chercher la dernière copie. Quand on est deux à travailler, naturellement, il peut y avoir des changements faits par un de nos équipiers. Avant de me mettre à travailler, je vais faire un git pull. Puis après ça, je vais faire un push quand j'ai fini mes changements pour mettre à jour le dépôt. Alors ça, on regarde comment on travaille. Nous, on commence avec un git pull. On a été poussé notre dépôt distant. 2, on travaille localement. Quand on a fini, on push. Donc, c'est toujours le même principe. Je vais chercher, je travaille localement, puis je repousse. Puis quand on parle de travailler localement, il ne faut pas oublier de faire notre add commit, là, parce que add commit, c'est ce qui met à jour la base de données Git. Et je vais arrêter ici au niveau de la révision. Je dirais que le truc le plus important que vous saisissiez à l'heure actuelle, c'est la mécanique de travail avec Git. Je me crée mon dépôt local, je le connecte avec un git add remote à mon dépôt local, où j'ai fait un git clone. Le git clone va me créer un dépôt local automatiquement et faire mon premier pull. C'est deux façons de faire la même chose. Mais un coup qu'on a notre git local, tout le travail se fait dans le git local. J'oublie pas, j'utilise mon éditeur de code, je sauvegarde. Mais quand je sauvegarde, ça ne fait pas le add, ça ne fait pas le commit. Il ne faut pas oublier d'aller faire nos add commit pour ajouter nos fichiers. Puis la règle de faire un commit habituellement, c'est un coup qu'on a complété une partie d'un bien livrable. On ne commit pas dans le milieu de quelque chose qui n'a rien qui marche, surtout si on travaille en équipe. Parce que là, notre équipier pourrait télécharger avec un pull la dernière version, puis il ne serait pas capable de poursuivre. Et un coup que j'ai complété, je fais mes adds, mes commits, je fais un push pour mettre à jour mon dépôt distant. Alors, c'était ça le but de la révision aujourd'hui. Je vous ai déposé le Labo 2.
Regardez qu'est-ce que ça a l'air, commencez à travailler. Vous n'êtes pas obligé de créer des fichiers texte avec Touch. Vous pouvez les faire avec votre Visual Code. Quand ça dit créer un fichier, vous pouvez le faire avec Notepad. Donc, on peut regarder le labo. Donc, création de branche. Vous avez déjà fait le git init de votre répertoire. Ça vous dit d'ajouter un fichier qui s'appelle test. Monsieur? Oui. Est-ce que vous pouvez me donner le droit d'enregistrer, s'il vous plaît? Je l'ai déjà enregistré, je vais le publier sur YouTube. Ah, ok, cool. OK, ça Merci. évite à tout le monde d'avoir à le faire individuellement. C'est beau. Pas de problème, ça me fait plaisir et c'est une bonne validation. Moi, ça va valider si je continue. Oh oui, oui, il est en mode enregistrement, il n'y a pas de problème. Mais c'est bon que tu me valides une fois de temps en temps, parce que des fois, au retour d'une pause, j'oublie de redémarrer l'enregistrement, alors ça ne me dérange pas que tu poses la question. Alors, vous faites les exercices qu'il y a là localement. Vous avez déjà connecté, utilisé le même qui était là. Et là, ça, c'est pour vous faire des branches. OK? Juste pour vous rendre à l'aise. On l'a vu, mais c'était vu rapidement. Alors, faites votre pratique sur les branches dans le labo et ça va vous aider un peu à comprendre le concept d'une branche. Donc, si on regarde, je peux peut-être reviser avec vous juste avant de vous laisser aller. C'est un petit bout déjà qu'on a vu les branches. Les branches. Quand on travaille toujours sur une branche qui s'appelle master. En fait, quand on est avec Git, on est toujours sur une branche. Et on le voit, c'est elle qui nous est affichée. Je vais démarrer ma machine virtuelle, ça va vous aider. Donc, une branche, si on veut, c'est une étiquette pour identifier des commits qui vont être faits un petit peu différemment que sur le chemin régulier. Le chemin régulier, je vais m'arriver ici, et on va oublier tout le reste. Ça ici, c'est mon master, et je travaille fur et à mesure dessus. Donc, je suis toujours le même fichier qui a évolué dans le temps. Il faut comprendre, dans les diagrammes de Git, il fonctionne quant à moi toujours un peu à l'envers, mais le plus vieux est ici. Puis j'avance comme ça. Mais c'est pour montrer la dépendance. N'oubliez pas que Git ne travaille pas sur des fichiers individuels. Il travaille sur l'ensemble des fichiers avec lesquels tu travailles. C'est pourquoi on a le mot snapshot. Si ma machine virtuelle est partie. Ah! C'était ça que je voulais vous montrer. Avez-vous vu ce qui est apparu quand je suis rentré dans mon répertoire TP2? J'ai la mention master. Ça ici, ce qui est en parenthèse, c'est pour m'indiquer sur quelle branche je suis. Et à moins que j'ai créé une nouvelle branche, je suis toujours sur master. Touch, test. Donc, faire notre GitHub.
Donc, la branche vous est indiquée entre parenthèses quand vous êtes dans un répertoire qui a été initialisé. Comment on sait s'il a été initialisé? On voit que dedans, il y a un répertoire caché qui s'appelle .git. Donc, c'est pour ça que le master est apparu. Il l'a reconnu comme étant un répertoire Git. On vient ici. Donc, Git, ça va me permettre de développer une structure en parallèle. On peut être deux développeurs à travailler sur un grand projet et on va avoir chacun notre branche. Puis le master, lui, il va toujours être bon. Donc, les autres, quand ils vont travailler, ils vont se copier le master, se créer une branche différente de la tienne, toi, tu crées la tienne, et on va être capable de travailler en parallèle. Puis à la fin, on va être capable de ramener, lorsque notre branche est testée et elle va bien, on va faire ce qu'on appelle un merge qui va amener notre branche dans le master. Mais tout le temps que je vais travailler, mon travail va être caché des autres développeurs. Caché entre parenthèses parce que si quelqu'un se met dans ta branche, il va l'avoir. Donc, on peut s'imaginer que master, c'est un pointeur sur un ensemble de commits qui ont été créés. Et chaque fois que je commit, master avance de 1. Si je m'en viens avec une branche, on peut en créer un qui va s'appeler testing et tout va être pareil au début. Donc, si on regarde, on vient à notre machine virtuelle. J'adapte et créer et il ne se passe rien, je suis toujours dans master. Si je veux m'en aller dans la branche, il faut que je fasse un check-out. Mais avant de faire ça, je vais faire mon git push. Oh, je n'ai pas ajouté de remote. Bon, je n'ajouterai pas mon remote, mais moi, j'aurais fait mon git remote add, puis après ça, j'aurais fait mon git push origine, mais là, lui, il est tout seul. Je n'ai pas de TP2. Parce que si tu fais une branche puis tu ne fais pas ton push, tu vas perdre tes changements. Donc là, on va faire un check-out pour aller sur la branche. Donc, créer une branche, ça ne nous switch pas sur cette branche-là. Il faut faire un git checkout pour ça. Là, en ce moment, mes changements vont être faits dans la branche testing et quelqu'un qui serait sur la branche master ne les verra pas, même si j'ai un dépôt à distance. Et là, ce que je vais faire, je vais le faire dans testing. Donc, je vais rajouter un petit fichier index.html. Et là, ce qui se passe, c'est ça ici. En fait, mon master, lui, est resté accroché où il était avant. Ce que j'avance, c'est testing. Je vais me remettre, pour vous le prouver, sur la branche master. Oups, j'ai quelqu'un qui est accroché.
OK, Christian, Git switch branch, c'est la même chose qu'un Git checkout branch, effectivement. Donc, là, je suis sur la branche testing. Vous voyez que j'ai fait mon commit et je vais me remettre sur ma branche master. Voyez-vous, le dernier fichier que j'ai ajouté, il n'est pas là. Parce que si on regarde le diagramme qui est ici, master pointe ici. Donc, tout ce que je vais faire ici ne sera pas vu dans la branche master. Et si je ne donne pas le nom de ma branche à quelqu'un d'autre, ben, il n'y a pas personne qui va voir mes changements jusqu'à temps que je sois prêt de les montrer. Là, ce qu'on a fait, c'est ça. Je suis revenu ici avec le head pointer sur mon master. Ça ici, ça me dit sur quelle branche je suis là par défaut. J'aurais une question, monsieur. Oui, ça me fait plaisir, vas-y. En fait, si on va dire on était sur master, après on est allé sur le testing et Oui. qu'on a fait on va dire des ajouts, des modifications sur testing. Si on passe, on va dire est-ce que c'est la même chose, la même logique si on passe sans save de testing à master, est-ce qu'on va tout perdre qu'est-ce qu'on avait fait sur testing si on n'avait pas save, genre add puis commit? Là, tu utilises le mot save. Là. Je veux tout de suite qu'on s'entende sur la nomenclature. Excusez-moi. Un commit, c'est un commit, c'est pas un save. Fait que c'est important juste pour être sûr que je comprends. T'es dans ton éditeur, tu fais un save. Git, il en connaît que dalle. OK. Alors, il faut que tu aies fait, après avoir fait ton save, là, si tu veux que Git même le comprenne, là, oublie l'histoire des branches. Là. Tu fais un save dans ton éditeur, tu fermes tout, tu fais un Git checkout master, tu as tout perdu. D'accord, parfait. Donc, si tu édites avec ton éditeur, tu dois absolument faire les commandes add, commit. Okay. Sinon, Git n'a aucune idée de ce que tu as fait. Puis là, le add et le commit vont l'ajouter sur la branche dans laquelle tu es. Ça va-tu? Parfait, merci. Puis si tu changes de branche sans avoir fait le add commit, tu vas encore là perdre ta job. Parce que le checkout, ce qu'il fait, c'est qu'il vide ton répertoire de travail puis il met la dernière copie de la branche dans laquelle tu travailles, le dernier snapshot. Là, vous me dire, oui, mais monsieur, dans ce cas-là, j'ai-tu perdu ce que j'étais après faire? Moi, je regarde le LS, là, j'étais supposé avoir 2 fichiers là-dedans. Texte et index. Non, index, il n'a pas été ajouté au master. Pour le prouver, on va faire un git checkout testing. Donc, mon fichier n'a jamais été perdu. Il n'est juste pas dans la même branche. Et tant que ma branche ne sera pas mergée, master, lui, ne verra jamais l'index.html. Donc, la commande pour créer une branche, c'est git branch, le nom de la branche. Et on a vu que ce n'était pas assez, ça. Si on va aller dedans, après ça, il faut se switcher dedans, en fait, avec checkout. Et il y a une commande raccourcie qui est git checkout -b ma branche. -b va déplacer le master pointer pour me placer sur la branche. J'aurais une question. Avec plaisir à mort. Mais dans le fond, quand on rajoute des fichiers avec les différentes branches, à la fin, les fichiers, ils se mettent tous au même endroit, c'est-à-dire dans le même dossier physique, dans le fond? Ou, non. Quand tu non? travailles avec Git, ça c'est important, là. Ce que tu fais dans ton répertoire physique, c'est temporaire. Mm-hmm. Quand tu fais ton commit, les fichiers s'en vont dans la base de données de Git.
OK. Tu vois pas, puis tu peux, en fait, tu peux aller la voir. Si tu t'en vas dans le point Git, tu vas voir un paquet de numéros qui sont tous tes commits. C'est là que Git va déposer les fichiers. Et c'est ton Git checkout qui va aller récupérer les fichiers de ta base de données de Git et les mettre dans ton répertoire de travail. Alors, un répertoire de travail dans Git, là, fais-toi pas là-dessus pour garder quoi que ce soit. C'est une copie temporaire jusqu'à temps que tu fasses le commit qui s'occupe de le sauver dans Git. Et à partir de là, ben là, selon où tu travailles, puis là aussi, ça c'est important dans Git, on fait par exprès pour ne pas se rentrer dedans. En se faisant une branche, ben, on ne brise pas le master. On développe ce qu'on a besoin dans notre branche. Rendu à la fin, on est heureux. On va être capable de faire un git merge. Et ça va prendre les changements de ma branche, puis ça va les mettre dedans. Et là, c'est ça que je vais faire dans ma prochaine étape. OK, merci. Là, je suis sur ma branche testing. Ça va? C'est là que je suis, j'ai 2 fichiers. Pour ceux qui ne me croient pas, je vais me remettre sur master. Je suis revenu au master, mon fichier a été effacé, puis il me donne une copie de master. Alors, comprenez que quand on se déplace comme ça, c'est quand je demande un git checkout d'une branche, il écrase mon répertoire de travail et il me drop la branche dedans. Y a-t-il moyen de revenir? Si je n'avais pas sauvegardé ce que j'avais fait dans le testing, la réponse c'est non. Si je m'en vais dans le testing, puis j'ajoute un fichier, là, vous voyez, j'ai maintenant 3 fichiers. On va faire git checkout master. Et là, quand je vais faire mon git checkout testing, ah, il est gentil, il me l'a ramené. C'est mon second qui n'était même pas commité. La vie est belle. Et là, si je suis un gentil garçon, git commit ajout. Donc, je reviens dans la branche. Git, on fait un atelier, voir où est-ce qu'on est. Rendu là, mon master comprend les changements que j'ai faits dans ma branche testing. Je peux continuer à travailler avec testing, puis évoluer les fichiers. Ils vont toujours rester séparés. Mais là, j'ai pris testing et je l'ai ramené. Et comme bonne pratique, théoriquement, je devrais maintenant effacer ma branche testing. Je suis heureux, tout est beau. J'ai maintenant un nouveau master qui comprend tous les changements. Monsieur, Oui, Priscille, tu peux y aller. après avoir fait un git merge, est-ce que si après on continue à travailler dans le testing, on crée d'autres fichiers, master va continuer de voir les fichiers ou bien il voit juste ce qu'on a fait avant merge? Le merge les fichiers au moment où tu l'effectues. C'est pour ça que quand tu fais un merge, parce que tu as fini avec testing, habituellement, tu vas même effacer ta branche, ça ne sert à rien. OK. C'est rare que tu vas continuer à évoluer une branche. Je ne te dis pas que ça ne peut pas arriver, mais il faut comprendre que ça ne crée pas un lien dynamique comme tu l'entendais. Autrement dit, si j'ajoute d'autres choses dans testing, qu'est-ce qui va se passer dans master? Là, je ne l'ai pas effacé, fait que je peux faire un git checkout testing parce qu'il n'est pas mort, ma branche.
Là, je vais ajouter, mettons, un troisième fichier. Donc, on voit à droite, je suis dans Testing. J'ai 4 fichiers. Git Checkout Master. 3. Donc, j'ai fait un exemple de ce que tu m'as demandé. Si je continue à évoluer ma branche Testing, ma master va seulement voir où on était rendu au moment où on a fait le merge. Si tu veux, ça fait comme une copie de ce qu'il y a dans le testing, puis ça l'envoie dans mon master. C'est ça que ça fait un merge. On a travaillé aussi avec les conflits, mais là, on n'est pas rendu là. J'ai supposé que je n'ai jamais édité le même fichier dans les deux. Alors, je vais commencer avec les questions. Je pense que Mohamed, après ça, Mathias, après ça, Adriana. Donc, habituellement, donc tu as une bonne question, Mohamed, c'est quand est-ce qu'on utilise ça, des branches? Bien, premièrement, on utilise une branche dans un projet presque tout le temps quand on commence à faire quelque chose de nouveau. La raison est simple, on ne veut pas briser master. Oublie pas, si tu es tout seul et tu brises master, c'est plate. Mais c'est tout le fait. Mais comprends que tu travailles en équipe, puis là, le monde, ils se font un get pull de ton master pour commencer à travailler puis se créer leur propre branche, mais ton master est cassé parce que tu as fait un edit puis tu l'as poussé. Donc, on fait une branche à toutes les fois qu'on veut développer un nouveau stories à l'intérieur de notre projet. À partir de là, tu développes, tu le testes. Un coup que ça marche, merge. Est-ce que ça a répondu à ta question, Mohamed? Oui, merci. Ça me fait plaisir. Mathias, tu avais une question. Vas-y, c'est à toi. Ouais, en fait, dans le fond, si, par exemple, quand on veut fusionner deux branches, mais que les deux ont modifié le même fichier, est-ce qu'à un moment, il faut décider qui écrit par-dessus qui ou... Bon, j'aime beaucoup ta question. Ça va générer un conflit. Et là, je vais t'en créer un pour te le montrer. Et il y a de la résolution de conflit, puis honnêtement, elle est pas mal plus simple si tu utilises Visual Studio Code pour travailler avec, mais on va regarder qu'est-ce que ça donne. Là, je suis sur mon master. On s'entend. Et je vais aller éditer test. Donc, j'ai sauvé mon test. Tout le monde est heureux. Pour le moment, je vais fermer ça. Je vais faire mon GitHub. Ça va jusque-là? Donc là, j'ai modifié le fichier à l'intérieur du master. On va dans ma branche. Pourquoi il est vide ici? Y a-t-il quelqu'un qui peut me le dire? Parce que la branche, elle a été créée avant.
de modifier. Merci beaucoup. Donc, ma branche, elle a une version de l'ensemble des fichiers à un moment X dans le temps, qui est au moment de la création, plus toutes les commits que j'ai faites dans la branche. Donc, moi, je vais dire première ligne. OK, je suis bien heureux, je l'ai sauvegardé. Donc, là, j'ai eu des changements dans les deux. Pour faire mon merge, il faut que je sois dans mon master. On voit que le 4, c'est pour afficher le fichier à l'écran. Donc, on voit que ma ligne que j'ai créée de l'autre côté, dans ma branche, je ne la vois pas en ce moment. Et là, je vais faire un git merge. Ah! Qu'est-ce qui est écrit? Ben, qu'il y a des modifications différentes dans les deux branches. Et voilà. Et là, tu as une commande, là, je te dirais, c'est pas mal plus simple à faire. Donc, il n'y a pas de danger que tu écrapoutisses sans le savoir. OK? Et si je me rappelle, je lis la petite commande pour régler les conflits. OK, git diff. Alors là, on tombe dans un cas en plus poche, parce que c'est la même ligne. Là, je vais avoir un choix. Tu vois-tu de garder ce qui est dans master ou de garder ce qui est dans testing? On se comprend? Parce que c'est toutes les deux une modification de la première ligne. Je ne peux pas garder les deux. Là. Il peut rien qu'avoir une première ligne. Alors, je vais faire un choix. Et là, comme je vous disais, ça, c'est pas mal plus facile à faire avec un outil comme VS Code parce que tu édites puis tu le fais passer. Mais ce qui est important de comprendre, c'est ce qui se passe ici. Il ne te permettra pas de l'effacer avec un merge. Il va falloir que tu l'édites. Ça a-tu répondu à ta question? Là, je ne rentrerai pas sur comment les résoudre, les conflits. À l'heure actuelle, on travaille en 1. Alors, ce n'est pas quelque chose qui devrait arriver. Mais. Ouais, ça a répondu, merci. Il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Alors, voilà habituellement comment on travaille avec Git en équipe. Première affaire, ce qui est en haut, c'est le master. Tu crées une branche où tu vas faire ton travail. Tu fais tes commits, les petits ronds ici. Un pull request, si ça existe, s'il y a quelqu'un qui est responsable du dépôt, ça veut dire, regarde mes changements. Il est toujours, tu vois que le pull request, là, il est sur la branche que tu es après travailler dedans. Ça, c'est quelqu'un qui va les regarder. Après ça, tu vas avoir des issues sur le code que tu as fait. Et finalement, il va y avoir quelqu'un qui va le ramener avec ton merge.
Alors, c'était ça que je voulais reviser avec vous sur Git. Là, il était 46, j'ai un petit peu étiré mon temps. Alors, on va faire une pause jusqu'à... Est-ce qu'il y avait des questions que je n'ai pas vues? Pardon, Adriana, tu avais des questions? Peut-être que mes réponses y ont répondu. T'en as-tu des additionnels avant qu'on passe à la pause? Ah non, c'était la même chose, presque la même chose de Mathias. C'est bon, merci. Ça m'a fait plaisir. Alors, je peux juste dire, au retour de la pause, là, j'ai des gens qui ont eu des problématiques, qui n'ont pas réussi à faire leur dépôt distant. J'ai Stéphane, si je ne me trompe pas, j'ai Selena, Priscille, Mohamed, André et finalement Amar. Donc, vous n'avez pas créé votre premier commit puis votre kit add remote. Alors, je vais vous aider au retour de la pause pour le faire. Pause jusqu'à 11 heures. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Parfait. Je vais arrêter l'enregistrement.